Apparemment. Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Avant de démarrer, on va attendre encore quelques secondes parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore connectées. Donc, on propose d'attendre 1 ou 2 minutes avant de vraiment attaquer le sujet. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez des personnes silencieuses en face de vous. C'est volontaire. On est quand même déjà très nombreux. Je ne vais pas vous parler des chiffres, je vous en parlerai après. Mais voilà, on se laisse. Il est 11h. À 11h02, 11h03, on pourra démarrer pour parler donc de ChatGPT et puis de ses limites, comme vous pouvez le voir sur cette petite slide d'introduction. Donc, je vous demande juste quelques secondes avant. Hop, en attendant, on voit que vous avez pu exploiter. Donc bonjour en retour. La connexion n'est pas géniale côté son. C'est embêtant. On a fait des tests avant d'être connecté. Est-ce que vous rencontrez tous le on dit effectivement connexion pas top. C'est un souci. On a pourtant fait les tests avant. C'est possible aussi que ce soit dû au nombre de connectés, puisque vous êtes plus de 550 live là. Hop, le son coupe. Ça coupe après rafraîchissement. Hop. Alors, laissez-moi quelques petites secondes pour essayer de solutionner ça. Les coupures, ça va être un souci. Mais Mélanie dit qu'elle n'a pas de souci de son côté et les autres vous disent que c'est pareil. Donc c'est peut-être pas un souci de connexion chez nous. C'est un souci de connexion chez vous, puisque tout le monde ne rencontre pas le même problème. Hop. Ça fait beaucoup de messages dans le chat, c'est dur de suivre. Donc, OK. Donc, beaucoup de personnes ont l'air de quand même. On va partir du principe que le souci n'est pas de ce côté. Hop, dans l'ensemble, pas de problème, ça marche maintenant. OK, super. Hop. Il est 11h02. On est à 591. Est-ce qu'on attend les 600 pour démarrer? Ça me semble un challenge un peu assez sympa. Donc, encore quelques petites secondes. Hop. Merci en tout cas, le chat est hyper utile, ça permet d'avoir toutes les infos. Le son est parfois haché, ouais, ça dépend des personnes. Hop. Je ne sais pas comment résoudre le problème de son. Et des gens n'ont pas du tout le son, ça c'est quand même un souci. Hop. Je viens de demander à l'assistant Webikeo qui me confirme que ça dépend de la connexion qu'il y a de votre côté. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui entendent très bien et d'autres pas. Malheureusement, je n'aurai pas la main dessus. Dans tous les cas, à l'issue du webinar, il y aura une vidéo replay qui sera disponible entre 10 minutes et 2 heures maximum. Vous recevrez un email de la part de Webikeo qui vous donnera le lien pour assister, qui vous donnera le lien. Donc, du coup, vous aurez toutes les infos. Et vous avez un conseil qui vient de vous être dans le chat aussi par Webikeo directement. Il est 11h04, on est à 649 attaques, puisque sinon on va prendre du retard. C'est donc parti. Merci encore d'être si nombreux connectés pour participer à ce webinaire avec nous. Donc, comme je l'ai dit en préambule, mais certains n'étaient pas encore connectés, aujourd'hui, on va parler de ChatGPT, on prononce un peu soit la française, soit à l'américaine. Et puis, on va voir un peu quels sont ses avantages et limites. On a aussi pas mal de clients qui sont connectés, donc c'est aussi l'occasion d'éclairer un petit peu sur la complémentarité qu'il peut y avoir avec une solution comme ChatGPT.
Je vous invite à utiliser donc le chat pour poser des questions. On essaiera d'y répondre à la fin de la session, en espérant qu'il nous reste du temps. Et donc, pour démarrer ce webinaire et l'attaquer, donc, je me présente déjà. Donc, je suis Samy, directeur marketing et communication chez Didu. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme et Mathieu, tous deux cofondateurs chez Didu. Jérôme et Mathieu, vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Jean de Vérité, donc cofondateur et dirigeant de Didu, et je suis aujourd'hui en charge de l'équipe produit, donc forcément très intéressé par ce qui se passe sur ChatGPT. Et moi, je suis Mathieu Changeard, un des cofondateurs de Didu également. Je suis en charge de l'équipe opération, c'est-à-dire que je m'occupe de ceux qui prennent soin de nos clients, à savoir des chefs de projet qui mettent en place les bots chez nos clients et des Customer Success Managers qui prennent le relais pour toute la vie du projet par la suite. Merci beaucoup. Avant de commencer, vous lancez un petit sondage et vous posez une petite question pour connaître un peu votre perception de ChatGPT. Normalement, à l'écran, vous devez avoir un sondage qui est apparu. Si vous ne le voyez pas, vous avez une petite fenêtre qui peut y aller. Et donc, ça va juste prendre quelques secondes, c'est juste pour avoir un peu la température. Donc, la question posée, c'est donc sur votre perception de ChatGPT, vous avez des choix. Donc, A, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose pour vous? B, est-ce que c'est votre nouveau meilleur ami? C, est-ce que pour vous, cela ouvre de nouvelles perspectives? Ou D, la réponse D. Donc, je vois les résultats. OK, je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir voter. Entre-temps, hop, il y a quand même une tendance une forte tendance. On pensait que ça allait être plus mitigé que ça. J'apprécie particulièrement la réponse D. Hop, je pense que là, on peut arrêter le vote. Donc, d'entre vous ont mis cela ouvre de nouvelles perspectives. Donc, c'est intéressant. Donc, ce qui a un vrai attrait pour le sujet qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc, c'est par ça qu'on va commencer. Pas mal de participants ne connaissent pas forcément Didu, donc on va aussi quand même expliquer pourquoi on parle de ce sujet et présenter l'entreprise. Hop, Jérôme, est-ce que tu peux nous présenter Didu, s'il te plaît? Oui, donc Didu, on a 13 ans, on existe depuis 2009, on est arrivé bien avant la mode des chatbots, et on est expert en IA conversationnelle, donc on a à la fois une solution de chatbot et une solution de callbot. Donc le callbot, c'est juste un bot qui est capable de répondre au téléphone à la place des serveurs vocaux interactifs pour essayer d'automatiser le plus possible le traitement des appels. Ces deux solutions, elles reposent sur une technologie de traitement du langage naturel dont on est propriétaire et que l'on développe depuis 2009 et sur laquelle on a déposé 3 brevets. Aujourd'hui, on propose à nos clients une plateforme no-code qui est vraiment orientée pour les personnes du métier, qui est pour concevoir, gérer et déployer des bots de la manière la plus intuitive possible. Et on a toujours une approche très pragmatique, on cherche en permanence à améliorer notre produit, et donc c'est tout naturellement qu'on regarde ce qui se passe côté ChatGPT ou autres modèles de langage pour voir comment on pourrait en tirer profit dans notre solution. Et pour compléter, donc aujourd'hui, on travaille sur plus de 160 projets actifs. On a chez à peu près 70 clients qui sont dans des secteurs assez variés. On travaille avec des gens autour des télécoms, services aux entreprises, banques, assurances, énergie, secteur public, etc. Et c'est essentiellement sur des projets de relations salariées. Donc c'est pour les employés de nos clients, pour des sujets type RH ou IT, ou de la relation client. Donc là, ce sont pour les clients de nos clients. Et une grande partie de nos clients ont plusieurs projets de chatbot, 2, 3 et parfois jusqu'à 15. Et une de nos différences, c'est qu'on a un accompagnement fort, on a une vraie relation de proximité avec nos clients. Merci. On a vu dans vos votes que justement, il y avait pas mal d'engouement. Vous repositionner tout ce qui concerne les chatbots dans un contexte marché. Donc,
chiffre, hein, 96% des personnes savent ce qu'est un chatbot. Donc aujourd'hui, c'est un élément incontournable, notamment dans tout ce qui est self-care, puisque 62% des consommateurs préfèrent trouver leur réponse seuls. Et donc, le chatbot fait une bonne solution pour cela. Et les entreprises qui mettent en place ce type de solution de self-care voient mis sur leur coût d'assistance. Donc aujourd'hui, c'est une vraie force d'aller là-dessus. Et donc là, on va rentrer plus particulièrement sur le sujet de ChatGPT, mais c'était important de le remettre dans un contexte marché. Ok, ChatGPT, super, tout le monde en parle, mais en fait, pourquoi tant d'engouement? Est-ce que, Mathieu, tu peux nous éclairer sur l'engouement autour de ChatGPT, s'il te plaît? Oui, alors c'est vrai que ChatGPT a quelque part un peu changé la donne sur la perception des chatbots. On travaille dessus depuis 2009, donc ça fait un certain temps, et le ChatGPT donne l'impression, pour pratiquement la première fois, qu'on a affaire à un outil qui nous comprend vraiment très bien et avec lequel on peut avoir une conversation vraiment naturelle. Il s'exprime bien dans un langage très propre, en français si on le parle en français, en anglais si on lui parle en anglais, etc. Il a une génération de langage vraiment bluffante, dans le sens où il est capable de réaliser des poésies, des articles de presse, des documents juridiques avec une précision assez impressionnante. Autre chose aussi qui est assez impressionnant, c'est la partie utilisation du contexte dans la notion de prompt. Quand vous lui expliquez votre contexte et pourquoi vous le sollicitez, il va s'en servir et il s'en rappelle. Si vous posez d'autres questions par la suite dans la conversation, il va pas repartir à zéro, il se souvient des éléments que vous lui avez donnés. Et ces échanges le nourrissent. Alors déjà de base, il n'était pas parti d'un apprentissage de type base de connaissances. Il a crawlé Internet, il s'est abreuvé de sources documentaires sur Internet avec une date de péremption au 31/12/2021 à l'origine. Mais ça a changé. Et aujourd'hui, il est capable d'interroger Internet avec des plugins et il a évolué avec les échanges qu'il a eus avec les utilisateurs. ChatGPT. Alors ça sort pas de nulle part. Faut savoir que donc une entreprise aujourd'hui qui était une association à l'origine qui s'appelle OpenAI, une entreprise américaine qui a été créée en 2015, donc ça fait quand même déjà 8 ans. Et même si c'était une association à l'origine, elle avait déjà au démarrage 100 millions de dollars d'investissement des différents fondateurs, dont faisait d'ailleurs partie Elon Musk, qui n'y est plus depuis. En 2019, ils sont devenus une entreprise au moment où Microsoft a investi 1 milliard de dollars. Et on parle sur fin 2022, début 2023, d'un nouvel investissement de Microsoft à hauteur de 10 milliards de dollars. Tout ça pour vous dire que, au-delà du fait que c'est pas tout à fait récent, c'est aussi très largement financé. Et comment ça marche? Parce que là, pas mal de nos clients se posent cette question, les participants également. Ça marche comment, ChatGPT? Alors ChatGPT, ça s'appuie sur GPT, déjà, d'où le nom. Et GPT, c'est un modèle de langage. GPT, en anglais, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, ou en français, Transformer génératif pré-entraîné. Bon, ça nous avance pas beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une famille de modèles de langage formés sur un grand corpus de données textuelles. Grand égale plusieurs milliards. Et un modèle de langage, c'est quoi? C'est un outil utilisé en traitement automatique du langage qui permet de prédire la probabilité d'une séquence de mots dans un contexte donné. Donc c'est pour ça qu'on citait l'exemple de la génération de langage, parce qu'il faut savoir qu'en traitement du langage, on a la partie compréhension, donc le NLU, et la partie génération, le NLG. Donc il est particulièrement fort en NLG, même s'il est également assez fort en NLU. Et donc les GPT, ça peut être utilisé dans plusieurs cas d'usage. Typiquement la traduction automatique, vous pouvez lui donner un texte en français, vous le traduire en anglais. La génération de texte, j'en ai parlé. La correction de texte aussi, vous lui donnez un texte avec des fautes d'orthographe, des erreurs grammaticales, il vous donne une version correcte. L'analyse de sentiments, etc., etc. Et notamment, ils l'ont utilisé dans un autre de leurs outils qui s'appelle DALL-E et qui permet de générer des images à partir d'un texte de description. Donc GPT, ça a évolué. Hein. GPT, il y a eu une première version, enfin il y a une version 2 plutôt, en 2019, une version 3 en 2020, une version 3.5 en 2022. C'est là-dessus d'ailleurs que
c'est appuyé à l'origine ChatGPT et dont le buzz a démarré. Et puis GPT-4 qui est sorti il y a quelques semaines, dont vous avez peut-être entendu parler dans la presse. Et donc ChatGPT, comme je disais tout à l'heure, s'appuie sur GPT parce que c'est une version fine-tunée, donc ajustée, pour une tâche spécifique qui est le dialogue homme-machine. Donc c'était toute l'intelligence d'OpenAI, c'est d'utiliser ce modèle de langage qui était très performant à travers un chatbot et qui était donc entraîné sur à peu près 500 milliards de textes à sa sortie et qui donc vous donne tout un tas de réponses sur des sujets très très divers et variés. Merci Mathieu. On espère que ces explications vous ont déjà un peu éclairé sur le fonctionnement. Si vous avez la possibilité de les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin. Donc, on vient de voir, on vient d'avoir un peu une vision de pourquoi ChatGPT, il y a beaucoup d'engouement, comment ça fonctionne, mais il y a aussi des limites et des controverses. Est-ce que Jérôme, par exemple, tu peux nous éclairer sur cette partie, s'il te plaît? Oui. Ouais, il y a des choses qui sont un peu moins visibles, mais ChatGPT, il y a quand même pas mal de limites. La première d'entre elles, c'est par rapport aux réponses qui sont fournies par ChatGPT. On va avoir assez régulièrement des réponses qui sont fausses ou approximatives. Donc là, par exemple, on a un premier exemple. Je lui demande quel est l'apport calorique sur l'œuf de cheval. Tu peux bouger la slide. Ouais, l'œuf de cheval. Et donc, ChatGPT est capable de me répondre et va être assez créatif pour savoir quel est l'apport calorique d'un œuf de cheval. Donc, c'est assez proche d'un œuf de poule. On voit que c'est quand même limite d'un point de vue intelligence. Même ma fille, qui est en petite section de maternelle, sait que ça n'existe pas, un œuf de cheval. Et encore, cet exemple-là, il est plutôt rigolo. C'est évident que la réponse est fausse et donc on trouve ça anecdotique. Mais on peut avoir aussi ce type de réponse sur des sujets qui sont moins évidents. Et par exemple, si je lui pose des questions sur la durée du congé maternité, il va m'indiquer que le durée de congé maternité en France est de 16 semaines. Ça, c'est OK. Par contre, il va me dire qu'il y a 6 semaines qui sont après l'accouchement, alors que normalement, c'est plutôt avant l'accouchement que les 6 semaines sont prévues. Et puis, on voit aussi que sur sa réponse, il nous précise que la réponse est en France, mais à la fin, il va se dédouaner avec une réglementation en fonction de chaque pays. Donc, il y a un petit peu de manque de cohérence dans la réponse. Et si je lui demande la précision pour la convention collective Syntec, donc là, il utilise bien le contexte, il sait que je suis en train de parler du congé maternité. Et dans la réponse qui va nous être fournie, alors cette fois-ci, il est au courant que les 6 semaines sont avant l'accouchement et plus après l'accouchement. Mais par contre, il nous indique que la convention collective prévoit un maintien de salaire pour la salariée durant toute la durée de son congé maternité. La petite approximation, c'est que ça n'est pas systématique. Il faut avoir au minimum 1 an d'ancienneté pour pouvoir avoir le droit à ce maintien de salaire selon la convention collective du Syntec. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, les réponses, alors il y a assez souvent, même quasiment tout le temps, des réponses à fournir, mais il faut être très très attentif aux réponses qui sont fournies parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Et d'ailleurs, il y a l'université de Hong Kong qui a fait une étude sur 4 mois sur les réponses fournies par ChatGPT. Et cette université estime que seulement 64% des réponses sont pertinentes par rapport aux questions qui lui sont posées. Dans les autres limites de ChatGPT, on a une limite importante qui concerne le RGPD. Pour être très clair, ChatGPT n'est pas compatible RGPD. Il y a eu récemment plusieurs plaintes auprès de la CNIL, il y a eu des fuites de données de salariés de Samsung qui l'utilisaient pour faire du code, il y a eu des fuites de données sur des moyens de paiement. Donc, clairement, ça n'est pas RGPD. Donc, autant pour un usage personnel, on peut en faire un peu ce que l'on veut, l'exploiter pour pouvoir fournir des réponses ensuite à des clients d'un point de vue professionnel, c'est beaucoup plus problématique. Il y a une autre limite qui concerne les ressources informatiques qui sont nécessaires pour l'utiliser. C'est très 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 gourmand en termes de ressources et apparemment ChatGPT est juste pour répondre aux questions des utilisateurs, donc même pas l'entraînement des modèles de langage, vraiment juste pour fournir des réponses, coûte 700 000 $ par jour d'un point de vue hébergement. Donc c'est assez faramineux et bien plus important que d'autres solutions. Et dernière limite évoquée ici, sur la partie éthique, là-dedans, il y a 2 points. En fait, pour pouvoir fournir des réponses, il y a eu tout un travail de l'ombre assez important avec plein de petites mains qui ont validé les contenus, qui ont censuré des contenus, qui ont ajusté les réponses. Et finalement,
toute cette partie sous-traitée n'a pas forcément été faite, en tout cas, est sous-traitée dans des conditions pas forcément idéales, notamment au Kenya, avec des gens très très mal payés. Et autre point, en octobre, début octobre 2022, donc on va dire juste avant le gros buzz que l'on connaît actuellement sur ChatGPT, je discutais avec Laurence De Villers, chercheuse au LIM6 NRS, et on parlait justement des IA un peu générales, et elle m'indiquait qu'en fait, il y avait quand même un risque de manipulation, parce qu'en fait, pour peu qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui contrôlent ces IA, bah, il y a un risque important de manipulation des populations. Donc c'est un peu dangereux aussi sur cette partie-là. Merci Jérôme. Et donc, quelle est la distinction entre un Didu et un ChatGPT? Au final, Didu fait la même chose ou est-ce qu'il y a des choses différentes par rapport à tout ce que tu viens de dire? Alors, il y a forcément des points communs. Au final, nous, on fait des chatbots et ChatGPT est quand même un chatbot. Donc, on va avoir toute une partie, même si elle est faite de manière totalement différente, qui est assez proche sur vraiment le moteur et le traitement du langage naturel. Mais par contre, on va avoir quand même pas mal de différences, notamment sur les réponses qui sont fournies. Nous, les réponses que l'on fournit via notre chatbot sont des réponses qui sont préconfigurées dans une base de connaissances, donc sur lesquelles il y a assez peu de surprises. C'est déterministe. On sait qu'une question donnée aboutit à une réponse donnée, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT, qui va justement avoir la capacité de créer des réponses, mais aussi de créer des réponses qui, des fois, sont un peu surprenantes. On va avoir un autre aspect, c'est que au-delà de juste la partie moteur de dialogue, nous, on va fournir un produit beaucoup plus complet qui va permettre aussi d'administrer la base de connaissances, de revoir comment s'est comporté le bot, d'avoir toute une revue statistique sur ce qui s'est bien ou pas bien passé. Et puis, on va aussi avoir la possibilité d'avoir des interconnexions fortes avec le système d'information du client. Donc là, on voit sur ChatGPT que maintenant, on commence à avoir des systèmes de plugins pour pouvoir aller consommer des API. Mais lorsqu'il est question de consommer des API qui ne sont pas accessibles sur Internet, sur lesquels il y a des données confidentielles ou autres, on est quand même beaucoup mieux armé sur cette partie-là aujourd'hui. Et en complément, ce que je pourrais dire aussi, c'est que au-delà du produit, on a un service, ce qui fait qu'on va participer avec nos clients sur toute une partie cadrage, une partie mise en place du bot, accompagnement au changement des collaborateurs chez l'entreprise et suivi tout au long de la vie du bot, parce qu'il y a des événements au cours de la vie d'un bot, des changements de service, des changements d'équipe chez nos clients, etc., qui font que au-delà du produit, on a cette capacité aussi à suivre ce qui se passe dans le temps, là où OpenAI, finalement, ne fournit, entre guillemets, qu'une API. Merci à tous les deux. Et donc, une dernière question quand même qui revient souvent, c'est est-ce que Didu se sent menacé? Alors non, pas du tout. C'est plutôt une opportunité parce qu'en fait, on pourra voir par la suite sur les modes d'intégration éventuels, mais autant sur des cas évolués, avec des parcours assez complexes, des interactions fortes avec le système d'information, Didu est très très fort sur cette partie-là, autant sur vraiment sur les contenus très récurrents. Par contre, sur des contenus beaucoup moins récurrents, la charge de travail nécessaire côté Didu est assez importante. Et là, on pourrait tirer parti de ChatGPT ou GPT tout court. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et en plus, ça remet au goût du jour un nouvel effet de mode sur les chatbots. Et donc, tu viens de parler d'intégration. Quel type d'intégration on envisage? Alors, pour ce qui est des intégrations, tout à l'heure, dans les limites de ChatGPT, j'ai évoqué le fait que ChatGPT n'est pas RGPD. Ce qui fait qu'on ne peut pas intégrer directement ChatGPT. Nous, on fournit une solution qui est RGPD. Nos clients, on a l'obligation d'être RGPD. Et si on commence à sous-traiter une partie avec un acteur qui n'est pas RGPD, on ne sera plus RGPD. Donc, on ne peut pas intégrer directement ChatGPT. Par contre, tout à l'heure, Mathieu a évoqué le fait que ChatGPT, c'est une version personnalisée de l'utilisation du modèle de langage GPT. Et dans les modèles de langage GPT, on a la possibilité d'exploiter ces modèles de langage, de les héberger par nous-mêmes et de s'assurer qu'il n'y ait pas de données qui ressortent et donc se retrouver finalement dans un contexte RGPD. Donc là, lorsqu'on va regarder sur la partie intégration, on va vraiment regarder l'intégration de modèles de langage comme GPT,
mais pas de chat GPT à proprement parler. Et les pistes que l'on a sur ces intégrations peuvent être sur du modèle de langage comme GPT, mais aussi sur d'autres modèles de langage. Parce que finalement, c'est devenu tellement à la mode que tous les gros acteurs américains sortent des modèles de langage, que ce soit Microsoft, Google ou Meta. Et par exemple, chez Meta, il y a le Llama, qui est assez intéressant comme modèle de langage, notamment parce qu'il permet de consommer beaucoup moins de ressources que GPT. Donc, ce sont les différents modèles que l'on regarde pour les intégrations. Et on a 2 pistes pour le moment sur ces intégrations. La première piste, ça concerne la recherche documentaire. Aujourd'hui, lorsqu'on a un bot, on a souvent l'effet Pareto, où on a quelques connaissances qui représentent la majorité des demandes qui lui sont faites. Et après, on va avoir une longue traîne où il va falloir énormément de connaissances pour répondre à des questions qui sont beaucoup moins récurrentes. Et en fait, sur ces connaissances, ça peut devenir très fastidieux lorsqu'il commence à avoir des milliers de connaissances, de renseigner la base de connaissances. Et l'intérêt que l'on pourra avoir de GPT, c'est finalement faire exploiter par GPT une base documentaire préexistante et lui demander d'aller chercher des réponses à des questions dans cette base documentaire lorsque le bot Didu n'a pas été capable de trouver de réponse. Donc finalement, ce sera un peu un backup dans le cas des phrases incomprises. Et là, on a fait des tests, notamment sur cette partie-là, sur le bot de support qui est directement intégré dans notre solution. Et on est capable de fournir des réponses. Après, il faut faire attention à plusieurs choses, notamment le fait qu'on a vu tout à l'heure que des fois, il peut fournir des réponses qui sont un peu surprenantes. Et là, finalement, il y a des aspects que l'on peut régler qui s'appellent notamment la température chez GPT. Et ce système de température permet soit de se conformer vraiment à ce qui est présent dans la base documentaire ou de prendre un peu plus de liberté. Donc, si on limite finalement la liberté de GPT, et puis dans les réponses qui sont fournies, qu'on s'assure bien aussi de renvoyer la source documentaire qui correspond à la réponse, ça peut minimiser un petit peu le risque. Mais sur cette partie-là, il peut être très, très complémentaire avec notre solution. Et on a une deuxième piste d'intégration aussi qui est intéressante, c'est par rapport à l'entraînement de nos bots. Nous, les bots, ils vont avoir une base de connaissances, et sur cette base de connaissances, on va enrichir des formulations pour chacune des connaissances. Et en fait, cet enrichissement, il va être fait pendant la phase de mise en place du bot, et puis ensuite tout au long de sa vie. Et on pourra avoir cet apprentissage qui pourrait être largement accéléré en utilisant justement le côté génératif des modèles de langage comme GPT, où on va lui fournir, par exemple, la question de base qui correspond à une connaissance. Par exemple, ma machine ne s'allume plus, et GPT va nous générer des paraphrases et on va pouvoir, nous, ensuite vérifier assez rapidement si ces alternatives sont déjà comprises par notre moteur de dialogue ou s'il y a besoin d'enrichir un petit peu le contenu de la base de connaissances pour permettre d'être capable d'y répondre. Merci beaucoup. J'espère du coup que tout ceci aura permis d'éclaircir l'utilisation possible pour des entreprises comme Didu d'un modèle comme GPT. Une dernière question. On voit que le démarrage de l'année a été très fort sur l'IA conversationnelle avec ChatGPT. Est-ce qu'il y a d'autres tendances sur 2023 que l'on voit sur le sujet de l'IA conversationnelle ? Chez Didu, on a identifié 3 grandes tendances pour l'IA conversationnelle sur l'année 2023. La première, ce serait la voix, notamment les callbots, donc les bots qui répondent au téléphone. Alors, c'est pas un sujet nouveau, mais on a constaté des mouvements, nous, depuis quelques mois. Et on pense que les changements d'organisation dans les entreprises, en particulier la généralisation du télétravail, a permis de faire émerger ces projets vocaux, mais notamment les outils type Teams. Par ailleurs, on a de plus en plus de choix finalement maintenant dans les outils de transcription, c'est-à-dire de reconnaissance vocale et de transcription de la voix. Et avec
la multiplication de ces outils, on a des expériences conversationnelles au final qui sont de meilleure qualité, avec des temps de réponse assez rapides, et ça permet d'avoir une conversation assez fluide au téléphone, ce qui était moins facile auparavant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le téléphone et la voix en général, ça reste quand même des canaux extrêmement utilisés, et ça même chez les populations jeunes de digital native. Une autre tendance que nous pensons importante en termes d'IA conversationnel, assez curieusement, c'est le lien avec un humain. Parce qu'on le sait tous, une IA, ça résoudra jamais tous nos problèmes. Et en fait, c'est pertinent quand elle est capable d'envoyer l'utilisateur à un contact humain quand c'est le bon moment. Alors, c'est-à-dire que si l'utilisateur veut résilier son contrat, bon, bah là, peut-être qu'il vaut mieux pas répondre avec une intelligence artificielle, il faut peut-être faire une escalade immédiatement. Si c'est au bout de 2-3 questions où on sent que, voilà, on se perd un peu dans les réponses, pareil. Donc, il faut vraiment penser à la fois de l'IA et en même temps des contacts humains pour une expérience conversationnelle idéale. Et le dernier enjeu, la dernière tendance sur laquelle on insiste souvent, c'est la personnalisation. Alors c'est devenu une évidence aujourd'hui qu'un bot soit interconnecté au système d'information. Ça n'était pas forcément il y a quelques années. Mais parce que nous, on se rend bien compte que quand un bot qui reconnaît l'utilisateur qui converse avec lui et qui donne des réponses contextualisées, eh bien, on a une bien meilleure expérience et les utilisateurs sont plus enclins à revenir converser avec après. Et d'ailleurs, quand vous testez ChatGPT et que vous lui avez donné du contexte, c'est quelque chose qui est assez frappant. C'est là encore plus si le chatbot vous connaît avant même que vous ayez commencé à converser avec lui. Et donc, par exemple, s'il sait quels sont les derniers tickets d'incident que vous avez créés ou la dernière commande que vous avez passée et qui pourrait avoir des problèmes, il peut déjà introduire la conversation avec ces éléments-là. Et d'ailleurs, ce qu'il faut noter, c'est que ces trois tendances-là, elles sont pas exclusives. Bien au contraire, elles sont complémentaires et elles sont même complémentaires avec tout ce qu'on vient de raconter autour de ChatGPT. Donc tout ça nous donne quand même de belles perspectives pour l'année. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Jérôme de vous être prêté à cet exercice et d'avoir répondu aux questions qu'on a identifiées parce que c'était des questions qui nous étaient souvent posées. On espère avoir répondu sur à la fois comment fonctionne ChatGPT et à la fois comment une entreprise comme Didu se positionne et peut être complémentaire et complémentaire même, je devrais dire. Il manque quand même pas mal de choses d'un côté légal. On vous propose maintenant de passer à une partie, je pense. Je vais me retourner vers Charlotte parce que j'ai la partie question qui a bugué de mon côté. Je ne suis plus à jour en fait. Du coup. Hop, c'est favori. Donc, là, donc, du coup, je suis désolé, j'ai besoin d'accéder à ton ordinateur. Alors, dans les questions. Hop. Alors, c'était au tout début. Alors, c'était sur chat. Alors, on parlait de ChatGPT. Donc, est-ce que ChatGPT permet de sauvegarder le contexte et est-ce qu'il est possible de le réutiliser lors d'une autre connexion? Oui, alors on parle de ChatGPT, donc oui, quand vous utilisez ChatGPT, sur la gauche, il sauvegarde toutes vos sessions et vous pouvez revenir converser. Alors, dans la version gratuite, ça va être un peu différent de la version payante, mais en tout cas, vous pouvez poursuivre vos conversations après. Vous pouvez même les effacer quand vous n'en voulez plus. Hop, une autre question. Hop, comme ça, je vais faire. Pour les recherches, quelle est la différence entre un ChatGPT et un Google? Le Google, de toute façon, il crawl le web en permanence, donc on va avoir des informations toujours assez fraîches. Là où ChatGPT, l'entraînement du modèle de langage, il est refait de manière régulière avec les versions successives de ChatGPT, mais il est toujours un petit peu daté. Et même après, avec le système des plugins, finalement, c'est pas exactement la même approche. Il ne va pas juste référencer le contenu, mais vraiment essayer de régénérer des réponses à partir de ce contenu. Mais je
Enfin, Mathieu, je ne sais pas si tu peux compléter. Ouais, si, en fait, la différence que je vois aussi, c'est que pour l'instant, GPT ne vous donne pas les sources, enfin, ChatGPT, encore une fois, ne vous donne pas les sources qu'il a utilisées pour vous répondre. Alors, il y a d'autres outils qui s'appuient sur GPT qui le font. Je peux citer Perplexity.ai qui s'appuie sur GPT et qui fait ça. Il y en a d'autres, hein. De toute façon, tous les jours ou presque, on entend des entreprises qui sortent en s'appuyant sur ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, et je sais qu'il y a une autre question, il me semble, autour de l'opacité, c'est que on ne sait pas exactement comment est indexé le contenu et quel est le contenu qui est utilisé dans la réponse qui vous est fournie. Et c'est pour ça d'ailleurs que on n'a pas la certitude en lisant une réponse qu'elle est juste. Et pour l'instant, il faut quand même vérifier cela et repasser éventuellement sur Google quand on a un doute. Hop, ok. On me dit que le partage a disparu. Je suis désolé, mais il n'y avait pas les questions ne s'affichent pas à mon écran dans tous les cas. Ok. Alors Mathieu, du coup, tu as répondu sans faire exprès à la question qui allait être posée, qui était qu'est-ce qu'une IA opaque? Tu viens donc de répondre à une IA opaque, c'est dont on donne des réponses dont on ne connaît pas les sources. Donc du coup, c'est assez complexe. Il y a une autre question qui a été posée par Laura L, qui est pouvez-vous nous en dire davantage concernant l'API Didu afin d'assurer la compréhension des questions posées dans le chatbot? Quand est-ce que cette fonctionnalité sera disponible? Je pense que la question a été posée quand, Jérôme, tu montrais les intégrations possibles. Les intégrations possibles, exactement. Ouais. C'est une histoire de semaines ou quelques mois. Comme je disais tout à l'heure, nous aujourd'hui, donc on a fait des tests forcément avec les API directement d'OpenAI, mais qui ne sont pas RGPD. Donc ça, c'est fonctionnel, mais ça ne peut pas passer en production vu que ce n'est pas RGPD. Et sur les modèles de langage que l'on peut héberger par nous-mêmes, donc les variantes de GPT, on est dessus à la fois pour voir la partie hébergement et les ressources aussi nécessaires à mettre en face, parce que finalement, en fonction du modèle, il faut mettre des serveurs plus ou moins gros, donc on est en train d'ajuster tout ça, mais on pourrait avoir des débuts de POC même avec de l'auto-hébergé d'ici quelques semaines ou grand maximum quelques mois. Alors là-dessus, je me permets juste de compléter un peu parce que quand on parle de RGPD, OpenAI, il y a quand même Azure, Microsoft, comme je disais, qui a investi beaucoup et qui permet de l'hébergement de GPT dans leurs instances Azure, éventuellement en Europe. Mais alors, c'est un coût assez prohibitif. Donc, on peut poker comme ça si nos clients le souhaitent, mais ça risque de coûter un petit peu cher. Une autre question qui concerne un peu la partie RGPD. Est-ce que ChatGPT est personnel pour d'autres usages? Faut-il donc être prudent dans les données qu'on renseigne afin de se protéger? Entre parenthèses, sociaux. Aujourd'hui, il n'y a même pas pour utiliser ChatGPT, il n'y a même pas de conditions générales. Il fait ce qu'il veut des données. Un peu comme il y a quelques années avant la mise en place du RGPD, quand on regardait les conditions générales de Messenger, les messages que l'on envoyait sur Messenger, dans les conditions générales, c'était Meta est propriétaire des données qui sont transmises et on fait ce qu'il veut. C'est plus le cas sur Messenger, maintenant c'est conforme RGPD. Par contre, c'est le cas sur ChatGPT. Et c'est d'ailleurs comme ça c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des dépôts de plainte auprès de la CNIL ou que des développeurs de Samsung se sont rendus compte que les données qu'ils avaient transmises avaient pu être réutilisées et ressorties dans d'autres contextes. Hop, il nous reste encore un petit peu de temps. Pardon. Des projets autour de la sécurité apportée. Je sais pas. Bon, il y a une question, je ne sais pas si on aura la réponse à ça, mais ça permet de faire le débat. Existe-t-il des projets autour de la sécurité apportée à l'homme face à l'engouement et l'omniprésence des outils d'IA dans le futur? Tu peux la répéter, s'il te plaît? C'est pour montrer qu'on ne filtre pas. Enfin voilà, on prend les questions là. Il y a beaucoup de questions. Donc c'est utile des projets autour de la sécurité à apporter à l'homme face à l'engouement et l'omniprésence des outils d'IA dans le futur? Là, alors,
Je sais pas si c'est une question plus réglementaire, mais j'ai l'impression que Ouais, là-dessus, il y a des discussions. D'ailleurs, enfin, je vous avez peut-être entendu dans la presse que l'Italie a bloqué l'accès au site d'OpenAI et que certains en France réagissent. D'ailleurs, il y a des dépôts à la CNIL ont eu lieu juste après. Donc, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu tout frais, trop frais, et que tout le monde s'interroge encore sur ce que ça va faire et ce que ça pourra permettre de faire à l'avenir. Je ne sais pas si ce sera des entreprises privées qui feront ce type de projet. J'ai le sentiment que c'est plutôt au niveau des législateurs qu'on va attendre des choses dans cette orientation-là. Il y a une question, pareil, qui est liée à ChatGPT. Que pensez-vous de l'utilisation de ChatGPT dans le monde du travail? Va-t-il remplacer beaucoup de nos métiers? Il va en remplacer certains, c'est sûr. Après, aujourd'hui, on ne sait pas forcément encore exactement lesquels, mais il peut être quand même d'une grande aide. On voit bien, par exemple, sur la rédaction d'articles, on voit de plus en plus de sites web qui font des articles qui sont générés, qui sont signés par des IA. Et clairement, je pense que les pigistes sur ces sites-là ont forcément un peu moins de boulot quand on peut demander à une IA générative de pondre un article sur la définition de ce qu'est une levée de fonds ou toutes les définitions qu'on peut trouver sur certains sites. Donc, il y a clairement des postes qui sont menacés. Mais après, il y a aussi plein de postes qui vont être créés finalement parce que on voit que pour pouvoir demander à ChatGPT des fois des choses avancées, faut quand même bien maîtriser la manière de lui poser les questions, de lui fournir le contexte. Donc il y a aussi des nouveaux métiers à créer dans leur utilisation. Il y a une question de Guillaume R qui est: pourquoi ce buzz sur ChatGPT alors que l'IA existe déjà depuis quelques années? C'est le marketing. Mais Non, mais si, c'est exactement ça la réponse, c'est que OpenAI a savamment orchestré le buzz autour de leur chat GPT. Hein. Le GPT existait depuis longtemps, on l'avait déjà testé et c'était déjà assez bluffant avant ce buzz de fin 2022. Donc là, le marketing a sûrement beaucoup aidé. Hein. Ils sont appuyés sur des influenceurs, enfin, ils ont bien fait le boulot. Et même sur les modèles de langage, sur les gros modèles de langage comme ça, je relisais cette semaine une interview de Luc Julia, qui a notamment été l'un des co-créateurs de Siri, qui est passé à l'IA chez Samsung et qui est maintenant chez Renault. Il disait clairement qu'il y a du mal un peu à comprendre le buzz sur ce sujet parce qu'il n'y a rien de véritablement nouveau. Ça existe au moins depuis 2017, les gros modèles de langage. Et voilà, ça arrive aujourd'hui comme ça aurait pu arriver hier ou demain. Et on va bientôt arriver à la fin. Une dernière question. Est-il possible de créer d'intervention de Didu avec des éléments de coût pour le client? Merci de votre réponse. On ne va pas les donner dans un webinar. Il faudra faire des demandes de démonstration. Désolé, je me permets de répondre directement. Par contre, pour les exemples de cas concrets d'utilisation, Mathieu, peut-être que du coup, tu peux expliquer quelle typologie de projet on a chez nos clients. Oui. Alors, on a 2 clients qui veulent faire des tests alors avec la version non RGPD compliant d'OpenAI pour l'instant, donc sur des données non confidentielles, on va dire. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des données, des informations qui sont présentes sur les sites publics et de rajouter finalement ces informations-là en base documentaire à notre bot qu'on a fait pour eux. Mais nous, ce qu'on souhaiterait faire, et là, je pense qu'on aura besoin de s'affranchir finalement de la version non RGPD d'OpenAI, c'est de pouvoir utiliser vos SharePoint, vos ServiceNow, vos bases documentaires, vos fichiers PDF, vos fichiers Word, etc., pour pouvoir alimenter justement le bot avec les bases documentaires qui existent dans l'entreprise, pour éviter de devoir les recréer dans la base de connaissances d'IDU. Et donc ça, on peut le faire avec OpenAI si c'est pas des données confidentielles, ce dont je doute a priori, mais en tout cas on peut quand même commencer à avoir une discussion et puis vous montrer globalement comment ça pourrait fonctionner. Nous
de notre échange webinar. Il y avait une dernière slide, mais du coup, j'ai un bug technique qui était juste pour vous donner les liens vers nos sites et réseaux. Donc, dans le chat, on va vous donner le lien vers le site. Ceux qui ont le souhait d'avoir des démonstrations de produits, n'hésitez pas à remplir les formulaires sur le site. Pour revivre le webinar, notamment pour ceux qui ont eu des problèmes techniques de suivi, vous recevrez un lien pour le replay. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous voulez aller plus loin. Encore une fois, l'idée là, c'était d'éclaircir parce que ce sont des sujets que l'on connaît, mais on ne met pas en place des solutions de ChatGPT chez les clients, on ne les accompagne pas. Nous, on travaille sur notre propre solution. Donc voilà. Donc, si vous souhaitez débattre GPT, n'hésitez pas à le faire. Notamment via la discussion entre vous, via la communauté. Si vous avez par contre envie d'aller plus loin dans des sujets d'implémentation de ChatGPT dans vos entreprises notamment, n'hésitez surtout pas. Voilà, nos équipes sont là pour ça. Puis comme le disait Mathieu, on a des équipes qui font de l'accompagnement vraiment de bout en bout, y compris pendant les phases de run. Jérôme vous a parlé du coup aussi de toute la partie innovation produit qui va arriver, même s'il y a plein d'autres choses dont on n'a pas parlé parce que ce n'était pas le thème. Donc voilà, on espère avoir répondu à vos questions et surtout avoir le plaisir d'échanger avec vous ultérieurement suite à ce webinaire. On vous dit au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.